Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire intitulé « Les équipes locales autonomes, une réponse pertinente pour penser l'avenir des services autonomie à domicile » organisé par la CNSA et la G2R, la mondiale. Donc, je suis Diane Desprats, chef de projet Innovation de terrain, études et évaluation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSA. Je vais co-animer cet après-midi avec ma collègue Béatrice Niederkorn, chef de projet attractivité des métiers de l'autonomie. Et donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1h30 pour ce webinaire consacré à la présentation des premiers enseignements de l'étude évaluative sur le fonctionnement en équipe locale et autonome de 4 services autonomie à domicile. Pour introduire cette journée, Stéphane Sébastiani, directeur des activités sociales en charge des territoires à l'AG2R La Mondiale, reviendra sur le choix d'évaluer ce modèle organisationnel. Nous aurons également le plaisir d'entendre Antoine de Soubeyran, chef de projet responsable de l'agence Stratellis à Lyon, en charge du suivi de l'évaluation pour le compte de la CNSA. Présente également avec nous pour témoigner de ce changement de paradigme, Octavie Gorlier, directrice générale de la Fédération ADMR du Nord, dont l'un des SAD est engagé dans ce processus de transformation. Également Isabelle Jolivet-Pérez, directrice de l'autonomie du département de l'Eure, qui a soutenu l'initiative. Et enfin, avec nous, Léa Toulmont, chercheuse en économie à l'Institut des politiques publiques, l'IPP, qui nous partagera son point de vue sur ces transformations. Alors, une partie des résultats que vous pourrez retrouver, que nous vous présentons aujourd'hui, sont d'ores et déjà disponibles sur le site de la CNSA. Et nous vous informons que vous pourrez retrouver le replay du webinaire sur la chaîne Dailymotion de la CNSA et la chaîne YouTube du service public de l'autonomie. Les différentes interventions seront suivies d'échanges et donc j'invite toutes les participantes et tous les participants à laisser leurs questions dans le fil de discussion tout au long des interventions. Et il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet « Poser une question » et d'entrer votre nom ou un pseudonyme. Et les questions seront transmises à Alexandre Calumanil, donc consultant au sein du cabinet Stratellis, pour que nous puissions y répondre. Nous essaierons d'apporter des réponses à toutes vos questions en prenant en compte, bien évidemment, le temps imparti. Alors, sans plus attendre, un peu de contextualisation pour comprendre ce qui a donné lieu au lancement de cette évaluation. Il est important d'indiquer que l'organisation en équipe locale et autonome s'inspire d'un modèle qui nous vient des Pays-Bas. Et à l'origine, il visait à refondre l'organisation des soins infirmiers à domicile, donc les SIAD, auprès des personnes en perte d'autonomie. Cette transformation organisationnelle est souvent présentée comme une alternative efficiente par rapport à l'actuel fonctionnement que nous connaissons. Et donc cette organisation, elle reposerait sur 3 grands piliers. Tout d'abord, le premier pilier, donc une amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels, donc vraiment le versant professionnel, en permettant donc une plus grande autonomie des professionnels. Les équipes pilotent et coordonnent elles-mêmes leur activité sur un petit secteur géographique. Deuxième pilier phare de ce modèle, une meilleure qualité du service rendu aux bénéficiaires. Et donc ce modèle repose sur une approche globale de la personne avec des services qui sont davantage personnalisés, voire même qui favoriseraient la mobilisation des personnes et leur implication dans le processus. Enfin, un troisième pilier qui repose donc sur un équilibre financier, puisque ce modèle serait viable financièrement, voire même il permettrait de faire des économies ou en tout cas une réduction du coût de la prestation. Et donc face à cet engouement, à partir de 2016, ont émergé en France les premières initiatives s'inspirant du modèle des équipes locales et autonomes pour l'aide à domicile. Et donc
au vu du développement et du développement de ces modèles en France, la CNSA a lancé en 2020, en partenariat avec la G2R La Mondiale, cette étude évaluative. Et donc l'objectif principal de cette évaluation est de pouvoir éclairer sur la pertinence du soutien à la transformation des services à domicile vers ce nouveau modèle, en identifiant à la fois objectivement les bénéfices, mais aussi les limites d'une telle conversion vers ce modèle. C'est pourquoi l'évaluation était, nous semble-t-il, en tout cas pertinente à réaliser. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Sébastiani, directeur des territoires, à la direction des activités sociales de la G2R, pour nous rappeler l'engagement de votre institution. Oui, bonjour à tous, merci Diane. En effet, donc Stéphane Sébastiani, directeur des activités sociales en charge des territoires. Quelques mots sur le groupe AG2R et son action sociale pour vous permettre de contextualiser. Le groupe AG2R protège 15 millions de personnes aujourd'hui en France. 25% de la population touche une retraite complémentaire de la GERCARCO AG2R La Mondiale. Nous assurons 110 branches professionnelles, dont la branche du métier à domicile. Et nous avons une action sociale historique dite à GERCARCO qui date de l'après-guerre. Et nous avons la chance d'avoir une action sociale de territoire, puisque j'anime un réseau de 16 régions où on fait de l'action sociale, même dans les territoires d'outre-mer. Notre action sociale est divisée en deux grandes parties. L'action sociale individuelle, nous aidons à peu près 15 000 personnes dans le cadre de démarches d'écoute de conseillers orientation par an, notamment des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie. Et j'ai des conseillers qui travaillent à les accompagner et surtout à octroyer aussi des aides financières si besoin. Et on a un volet d'innovation sociale, de développement social avec les territoires, où on développe des projets en partenariat avec les associations et les institutions locales. Les grandes thématiques sont la thématique de la perte d'autonomie, la question des aidants, du bien vieillir à la retraite. Et c'est sur ce volet-là, notamment, de la perte d'autonomie que nous sommes venus à accompagner notamment plusieurs projets d'équipes autonomes. Comme l'a dit Diane, on a commencé par le soin infirmier. Et ensuite, on a travaillé avec des associations sur les territoires, sur notamment les transformations organisationnelles des structures d'aide à domicile. On a fait plusieurs projets avec eux d'innovation et on a présenté à notre conseil un grand projet d'essaimage sur plusieurs territoires. La demande de notre conseil d'administration a été justement de travailler à l'évaluation in fine de ces projets, essayer d'avoir une évaluation robuste, notamment sur l'efficience, ce qu'elle apporte en termes de transformation, l'attractivité des métiers. Nous sommes très soucieux de cette attractivité des métiers dans les services de métiers à domicile. Et voilà, on avait une commande aussi politique pour faire cette évaluation de manière globale et robuste. En même temps, la CNSA était aussi en train de réfléchir à ces travaux et on a trouvé voilà, intéressant de s'associer sur ce travail qui se mène depuis maintenant 2-3 ans. Ouais, le cabinet Stratélis que nous avons choisi va vous raconter tous les travaux qui ont été menés et j'espère qu'il vous donnera un éclairage intéressant. En tout cas, nous, on est très, très heureux d'avoir mené ces travaux qui se perdureront encore puisqu'on n'a pas fini. Et voilà, je vous souhaite à tous et je nous souhaite un bon webinaire. Merci Stéphane. Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice Niederkorn, donc, qui va présenter la méthodologie et les terrains observés dans le cadre de cette évaluation. Bien, bonjour à tous, merci Diane. Donc, comme vous l'aurez compris, la démarche d'évaluation vise justement à essayer d'objectiver en fait, les avancées et les limites d'une transformation des équipes en équipes locales autonomes. Antoine de Soubeyran vous présentera d'ailleurs un petit peu plus précisément ce qu'on entend effectivement par équipe locale et autonome. En tout cas, l'objectif de cette évaluation qui repose donc à la fois sur une observation et sur un suivi donc auprès de 4 services qui interviennent dans 4 départements différents.
donc le service Avenir Rural qui intervient sur le département de l'Aisne, le service Le Grand Lieu qui est rattaché au département de l'Eure, l'ADMR du Nord qui est rattaché au département du Nord et l'UNA Alençon-Perche qui pour lui est rattaché au département de l'Orne. Donc ces 4 services en fait présentent des caractéristiques communes qui ont fait qu'on a choisi également ces 4 SAD en fait pour cette démarche d'évaluation. Donc ils relèvent tous du secteur privé et associatif. Ils accompagnent les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap. Ils sont tous équipés d'un système d'information et les intervenants sont équipés de smartphones. Par ailleurs, ils bénéficient d'un accompagnement alors qui est soit délivré par un prestataire externe ou par le soutien d'un pair pour la mise en œuvre justement de ce projet de transformation. En outre, ils présentent des disparités, notamment en termes d'environnement. Avenir Rural et Le Grand Lieu sont des services qui interviennent en zone rurale. L'ADMR du Nord intervient principalement en zone urbaine, mais également en zone rurale. Et l'UNA Alençon-Perche, à l'inverse, intervient principalement en zone rurale, avec quelques interventions en zone urbaine, notamment autour d'Alençon, l'agglomération d'Alençon, qui représente 25 000 habitants. Leur volume d'activité varie entre 60 000 heures et 560 000 heures pour le plus élevé. Et leur masse salariale varie également entre environ 30 équivalents temps plein et 666 équivalents temps plein. Donc avant le démarrage de la démarche d'évaluation, Avenir Rural et Le Grand Lieu étaient déjà dans une démarche, dans un projet de transformation d'une équipe et se fixaient en fait comme objectif respectivement de développer jusqu'à 6 équipes pour l'un et plusieurs équipes pour l'autre. UNA Alençon avait déjà transformé une équipe et il souhaitait être soutenu pour poursuivre les transformations jusqu'à une dizaine d'équipes locales qui correspond globalement à l'entièreté en fait, de la structuration du service. Quant à l'ADMR, elle souhaitait démarrer la transformation d'une équipe sur 8 associations du réseau. Donc à noter que ces différents éléments, ce sont les données sur lesquelles nous nous sommes appuyés en fait, pour retenir les différents services. Et bien évidemment, depuis, elles ont probablement évolué. Donc pour ce qui concerne la méthodologie de l'évaluation, donc elle a d'abord débuté par une phase de cadrage et une phase de co-construction des référentiels donc sur la période de mi-mai 2020 à mi-2021 avec les 4 services et les départements concernés. Voilà. Et ensuite, nous sommes entrés dans la phase d'évaluation, donc sur une période qui s'étale peu ou prou sur 3 ans. Donc les enjeux en fait, pour nous de cette étude, ils sont, on va dire, principalement autour de 3. Donc un premier enjeu qui consiste à comprendre justement le processus de transformation et la manière dont s'opèrent en fait ces transformations. Donc comment est conçu le changement, comment est envisagée la transformation par les personnels, par les personnes accompagnées et comment elle se déroule concrètement, avec quel appui en termes éventuellement de formation de personnel, d'évolution des process, etc. Le deuxième enjeu, lui, consiste plutôt à décrire en fait, l'organisation en équipe locale et autonome et comment elles se sont mises en œuvre. Donc, aussi bien sur un aspect organisationnel, donc comment fonctionnent ces équipes autogérées, comment sont planifiées les interventions, comment les membres de l'équipe se répartissent aussi les interventions, comment elles interagissent. On interroge aussi le dimensionnement, il s'agit aussi de comprendre quel est le dimensionnement de la sectorisation, quelle est la taille de l'équipe peut-être la plus efficiente, auprès de combien de bénéficiaires interviennent les intervenants à domicile, quel est éventuellement le temps de transport pour les intervenants, ces différents items.
Enfin, on observe et on souhaite aussi connaître finalement l'organisation en termes managériels. Donc jusqu'à quel point les équipes sont autogérées, jusqu'à quel point on leur délègue un certain nombre de tâches, quelles tâches leur sont déléguées et quelles sont la nature des relations entre les responsables de secteur donc dont leur fonction évolue plutôt sous forme de coach et les intervenants à domicile. Voilà, on regarde également les pratiques RH, le système d'information et les solutions logicielles qui sont mobilisées et le modèle économique de ces services transformés. Enfin, le troisième enjeu consiste à mesurer les résultats et les effets sur les personnes accompagnées, donc sur voilà, est-ce que ça permet d'améliorer la qualité de service rendu aux usagers. On essaie de mesurer également les effets sur les professionnels, notamment donc, en termes de qualité de vie et de conditions de travail. Est-ce qu'on observe justement une amélioration de la qualité de vie au travail? Est-ce que les conditions d'emploi sont meilleures? Est-ce que l'ambiance au travail et les relations entre les professionnels sont différentes et comment? Et est-ce que ça réduit éventuellement, ça permet de réduire éventuellement la pénibilité, notamment en réduisant les transports, ou réduire aussi l'absentéisme et le turnover. Enfin, on s'interroge sur le modèle économique et donc les effets sur le coût de ces services, et notamment est-ce qu'on constate une réduction des coûts de transport par exemple, une meilleure efficience du temps d'intervention et une meilleure qualité de prise en charge auprès des personnes. Donc, vous l'aurez compris, cette démarche d'évaluation se déroule de manière in itinéré, c'est-à-dire tout au long en fait, de la transformation des services, avec plusieurs phases d'observation et d'évaluation. Donc, des phases où on évalue plutôt où on a plutôt évalué le processus de transformation, une phase où on compare en fait les modèles, les transformations entre les services, entre les équipes qui se transforment en autonomie et celles qui ne le sont pas. Et enfin, une phase d'évaluation où on va plutôt mesurer effectivement les résultats et les effets de cette transformation. Voilà, donc je rappelle également que l'évaluation du coup est toujours en cours et que là, il s'agit aujourd'hui donc de présenter les premiers éléments et les premiers enseignements et ce que l'on peut attendre d'une transformation des équipes en équipes locales et autonomes. La fin de l'évaluation, donc, comme vous le disiez, M. Sébastiani, est prévue pour fin 2024 et évidemment, on prévoira également un temps de restitution sur les enseignements généraux que l'on retire à l'issue de cette démarche d'évaluation. Merci Béatrice pour ces éléments de cadrage. Donc Antoine de Soubeyran, vous êtes en charge de l'évaluation depuis 2020 et vous allez nous préciser les premiers résultats de cette évaluation. Avant cela, je rappelle aux participants à distance qu'à l'issue de votre intervention, nous prendrons quelques questions du public. Donc voilà, donc vous aurez l'occasion ensuite de pouvoir poser vos questions. Peut-être pour introduire, Antoine, quels sont les premiers éléments principaux que nous pouvons tirer de cette étape, enfin à mi-étape de cette évaluation? Très bien, merci. Déjà, je tiens aussi à remercier la CNSA, la G2R, la Mondiale, et aussi tout particulièrement tous les professionnels des différents services justement qui sont volontaires dans le cadre de cette évaluation, nous avoir ouvert leurs portes pour venir observer justement cette transformation en équipe autonome, et également les consultants stratégiques, parce que je ne suis pas seul à travailler dessus, il y a toute une équipe aussi qui m'aide dans cette étude. Peut-être avant d'aller vraiment sur les résultats concrets qu'on peut déjà vous livrer suite à nos observations, peut-être rappeler juste la notion d'équipe locale et autonome. Ce serait que le choix n'a pas été toujours simple de prendre ce nom-là, mais on a dans les services qu'on évalue plusieurs noms qui ont été retenus. Je vais citer par exemple les équipes responsables, les équipes solidaires et de proximité. Donc il y a plusieurs termes qui ont été relevés, mais vraiment les résultats, nous, qu'on va vous livrer, englobent vraiment l'ensemble de ces différentes appellations.
Ce qui est important aussi, peut-être, c'est bien de clarifier dans les résultats de ce qui nous a été remonté, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement une équipe locale et autonome. Et on a pu observer en fait, qu'il y avait un certain socle commun dans le fonctionnement de ces équipes locales et autonomes, c'est qu'elles sont toutes basées en fait, sur des modalités de travail fondées d'une part sur l'intelligence collective, notamment l'intelligence collective des intervenants à domicile, et sur leur responsabilisation. Ça, c'est vraiment des éléments clés. Et ensuite, il y a deux principes qu'on a vus de manière convergente. C'était d'une part le fait de donner de la confiance en fait, aux différents membres de l'organisation, notamment en complétant cette confiance par le principe de la subsidiarité. Alors, c'est-à-dire concrètement, c'est qu'on va en fait valoriser le fait que les équipes d'aide à domicile vont pouvoir collectivement, puisqu'elles sont au quotidien auprès des personnes accompagnées, apporter en fait les meilleures solutions pour essayer d'améliorer leur accompagnement et également potentiellement ceux de leur entourage. Donc ça, voilà, je pensais que c'était important de pouvoir redéfinir ces éléments-là. Et maintenant, j'ai le plaisir du coup de vous communiquer une synthèse uniquement de nos travaux. Ce serait beaucoup trop long sinon. Mais vous avez les monographies et les rapports sur le site de la CNSA. Donc mes propos vont se tenir en deux axes. Le premier, c'est de vous présenter les résultats de notre évaluation sur le processus de transformation, comment s'est mis en place le processus de transformation sur l'année 2021-2022 et ensuite sur l'année 2023, assez récent, à quel modèle, et je dis bien les modèles parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, d'équipe autonome et locale on aboutit et de voir du coup dans ces différents modèles quels sont les points convergents. Donc là, je vous propose de commencer par la première partie sur les résultats issus de l'évaluation du processus de transformation. Et j'aimerais souligner en premier, pour nous, ça a été vraiment important d'axer notre analyse aussi là-dessus dans l'évaluation, de travailler sur la contextualisation en fait, de cette transformation et de bien identifier quels ont été les marqueurs, les éléments en fait, qui ont fait que les services ont choisi de se transformer. Donc on a vraiment essayé de comprendre l'origine du projet. Et aussi un autre point quand on fait de l'évaluation en termes d'innovation, c'est de comprendre ce contexte et de se dire est-ce que finalement cette innovation elle pourrait être reproductible dans d'autres contextes sociaux. Et c'est par cette analyse de la reproductibilité qu'on a pu voir en fait, qu'il y avait certains marqueurs communs à chacun des terrains d'études. Et le premier marqueur commun, alors au-delà bien sûr du contexte de tension RH et de complexité de plus en plus accrue de l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, il y avait vraiment en fait le temps de la réflexion. C'est-à-dire que les services qui se sont lancés ne sont pas lancés du jour au lendemain, il y avait vraiment un temps important de documentation, de réflexion en interne pour penser cette transformation. L'autre point clé qu'on voulait mettre en avant, c'est le fait que de manière systématique, dans les 4 terrains d'études, on a constaté que c'était la direction en fait, qui portait et qui prenait ce choix, qui était à l'initiative de ce processus de transformation. Et important aussi de souligner qu'il y avait vraiment une direction qui était très impliquée et qui incarnait en fait cette transformation et qui régulièrement devait rappeler les principes que je vous ai évoqués, faire des piqûres de rappel et mettre en avant les valeurs qui étaient défendues derrière ces équipes locales et autonomes. Et enfin, le dernier point aussi, du coup, qui a favorisé un contexte qui a permis l'appropriation, après le développement heureusement de ces équipes autonomes, ça a été de faire de manière très progressive, de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, avec le conseil d'administration, bien sûr, le CSE, c'est une obligation, et ensuite les professionnels également. À l'inverse, on a pu constater que du coup, il y avait certains projets au départ qui étaient freinés, qui ont plus de difficultés à se mettre en place dans la transformation. Et du coup, on a identifié des marqueurs qui, à l'inverse, venaient freiner le processus de transformation. C'est déjà l'instabilité de la gouvernance. On a eu des changements de directeurs, on a eu des conflits parfois aussi. Ça fait partie de la vie des organisations avec la gouvernance, par exemple. On a aussi remarqué que les services qui avaient une taille plus réduite n'avaient pas forcément les fonctions support pour potentiellement accompagner ou intégrer par exemple certaines formations, donc ça pouvait aussi limiter le processus de transformation. Et enfin, il y avait aussi les tensions financières qui pouvaient être des problématiques sur le choix ou pas de se lancer. Donc voici dans cette première partie sur le processus d'évaluation l'importance du contexte. Toujours dans cette première partie sur le processus de transformation, on voulait aussi vous faire part
peut-être des facteurs clés, quelques facteurs clés qui ont favorisé justement, là on rentre vraiment dans la transformation, sa mise en œuvre. Le premier, c'est vraiment, on a pu voir qu'ils ont tous en fait commencé par l'encadrement intermédiaire en se disant, notamment les responsables de secteur, parce qu'avec le recul, pour ceux qui avaient déjà commencé à tester une première équipe expérimentale, ils s'étaient rendus compte que finalement c'était la fonction qui était le plus bousculée finalement dans le cadre de cette transformation, puisqu'on va profondément en fait, modifier leur posture, notamment en termes de management, également leur mode de communication avec les équipes, et également parfois, même de manière assez régulière, un sentiment de perte de pouvoir, en fait, notamment sur les plannings. Et du coup, il est vraiment important, dans l'analyse qu'on a pu voir, d'accompagner ces responsables de secteur par la montée en compétences sur des formations, notamment sur la communication, sur le management, très important, ou encore sur l'animation de réunions, ce qu'on appelle aussi la facilitation. Ensuite, un des autres points qui a favorisé le processus de transformation, c'est le fait de toujours commencer par une équipe expérimentale et de ne pas généraliser tout de suite la transformation et de aussi partir avec un responsable de secteur qui est convaincu de la transformation parce que, étant donné qu'il va devoir aussi donner confiance et permettre aux aides à domicile de s'exprimer dans cette nouvelle organisation, il faut vraiment que le responsable de secteur soit convaincu. Et ensuite, bien sûr, d'impliquer les aides à domicile. On est vraiment dans une démarche participative en leur expliquant cette nouvelle organisation de manière très pédagogique ou également en mettant en avant les avantages en fait, qui vont découler de la transformation. Par exemple, la sectorisation, c'est souvent un des points que les services ont mis en avant auprès des aides à domicile en disant que ça leur permet de réduire leur temps de déplacement et du coup la fatigue. Ils ont mis aussi en avant, dans le cadre des entretiens qu'on a pu avoir, l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe qui pouvait se créer par rapport à des aides à domicile qui avaient tendance à être beaucoup plus isolées. Et enfin, l'angle le plus pertinent quand même qu'on a identifié dans les transformations et qui a le plus convaincu les aides à domicile, c'est aussi ce qui leur donne sens, c'est le fait que ça va permettre potentiellement d'améliorer l'accompagnement des usagers et aussi équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle par une participation en fait, à l'élaboration de leur planning de travail. Et enfin, très important aussi dans cette autonomie, c'est de pouvoir en fait, les sécuriser dans leur démarche et de leur montrer qu'elles ont la capacité désormais, entre guillemets, de les habiliter à pouvoir prendre des décisions et qu'elles puissent être légitimées dans la nouvelle organisation. Donc là aussi, il faut pouvoir les accompagner, pareil, sur de la formation à la communication, encore une fois, à l'écrit professionnel aussi, à l'usage des outils numériques, on va le voir, ou les sensibiliser aussi sur les bases du droit du travail, de la modulation dans le secteur, et également de comment on se structure un plan d'aide APA ou PCH. Et enfin, il faut aussi accepter, c'est ce qui est ressorti en tout cas de notre étude, que les dirigeants, les responsables de secteur laissent le temps et acceptent que des aides à domicile aillent peut-être moins vite en fait, sur cette autonomisation et qu'elles ont le droit bien sûr de ne pas forcément être responsabilisées et de prendre des décisions. Enfin, sur cette première partie par rapport au processus de transformation, je vais vous donner les 3 grandes étapes clés qu'on a pu constater sur les 4 terrains d'évaluation. D'une part, le fait de définir une taille d'équipe et en prenant en compte 3 critères. Le premier, c'est la continuité d'intervention. Il faut quand même avoir une taille assez critique pour notamment, par exemple, les week-ends, s'assurer que les membres de l'équipe puissent se remplacer les week-ends. Il faut aussi qu'il y ait une certaine polyvalence, ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est important si on veut autonomiser les équipes parce qu'on a des besoins différents entre de l'entretien ou de l'accompagnement à l'aide à la vie quotidienne. Donc il faut une certaine polyvalence aussi dans les aides à domicile. Et enfin de disposer d'une équipe à taille humaine, donc entre 8 et 10, 12 personnes, puisque ça va permettre de faciliter la communication. Un autre point aussi important dans la transformation, c'est de définir le niveau d'autonomie qu'on veut attribuer à ces équipes-là. Et du coup, ce cadre qui est fixé par le service, généralement, c'est d'abord le cadre économique et le cadre légal. Légal, c'est bien sûr le respect, par exemple, des amplitudes horaires, des durées journalières. Et économique, ça se matérialise beaucoup par le respect de la modulation, qui est un des points clés que doit suivre une équipe autonome. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, les règles de fonctionnement, au fil de l'avancée de la transformation, lorsqu'on est venu plusieurs fois, on a vu que les règles pouvaient se préciser. Au début, on est vraiment sur des règles très générales, se respecter, écouter les autres. Et puis après, progressivement, on a des règles sur comment on gère les week-ends, comment on s'auto-remplace, etc.
Et enfin, le plus important, c'est l'illustration du principe de la confiance, c'est de construire ce rapport de confiance de manière progressive par la communication et par l'interconnaissance en fait, des réalités du métier de responsable de secteur par les aides à domicile. Et on le voit bien, toute la posture en fait, du responsable de secteur qui doit mettre en confiance ses équipes parce qu'elles n'ont pas l'habitude qu'on leur demande en fait, donnez-nous votre avis sur votre planning, etc. Donc pour qu'elles osent, il faut vraiment que le responsable de secteur accompagne, en tout cas c'est ce qui est ressorti de cette première phase d'étude. Enfin, pour conclure, la durée de la transformation, c'est en moyenne, sur les 4 services, on a observé que c'était entre 1 an et 2 ans. Donc il faut se dire quand même qu'il faut être patient, ça prend du temps. Et là, c'est juste ne serait-ce que le processus de transformation. Donc maintenant, je vous propose de voir le deuxième partie de mon propos, qui est vraiment les résultats de nos monographies et de notre évaluation sur les différents modèles d'équipe autonome. Du coup, on a vraiment, là, je vais vous présenter uniquement sur cette deuxième partie les points convergents des différentes équipes autonomes, ce qui va structurer, on va dire, une équipe locale et autonome. Le premier point, c'est qu'en fait, les aides à domicile et les responsables de secteur, désormais, sont impliqués ensemble dans les processus de décision. Et les principaux processus de décision qui sont concernés, c'est tout d'abord la sectorisation. C'est-à-dire que les aides à domicile, concrètement, elles se sont mises autour d'une table avec le responsable de secteur. Ça prend du temps, c'est complexe, mais elles ont cartographié les domiciles des personnes accompagnées, leur domicile, et essayé de faire en fait, des plannings et un territoire le plus proche possible. Et pour tout ça, limiter bien sûr les temps de déplacement et peut-être les frais kilométriques, on le verra par la suite. Et enfin aussi, ce qui est important, c'est de se dire que cette sectorisation, elle se fait de manière concrète en mettant en miroir le nombre d'heures dans les plans d'aide et le nombre d'heures aussi dans les contrats qui ont été des équipes, des membres de l'équipe. Un petit point aussi de vigilance qu'on a pu identifier dans les monographies, c'est que forcément quand on fait une sectorisation, on risque en fait d'enlever pour une professionnelle des bénéficiaires historiques pour lesquels on accompagnait depuis longtemps cette personne. Donc là, il faut vraiment pouvoir l'expliquer autant à la personne, sa famille, et bien sûr aux professionnels. Et le deuxième point, vraiment dans les processus de décision sur lesquels les aides à domicile sont impliquées, et c'est ce qui prend vraiment beaucoup de temps également, c'est cette gestion, j'ai envie de dire, partagée, commune et progressive en fait, de ces plannings. Pourquoi? Parce que initialement, on a des responsables de secteur et assistants de secteur, communément appelés par ces termes dans la majorité des services, qui étaient vraiment les seuls à agir sur ces plannings. Et désormais, les responsables de secteur, par 2 points principaux qui sont les temps de réunion, de coordination et aussi par les outils de communication, vont en fait solliciter l'avis des aides à domicile pour justement peut-être aménager, proposer par exemple de revoir l'ordre des interventions pour gagner en temps, pour peut-être prioriser les besoins des personnes accompagnées. Et là, je pense que la vidéo juste après pourra illustrer justement un exemple de réorganisation de planning en temps réel. Et ce qui est aussi intéressant, nous, dans ce qu'on a pu observer avec mes collègues, c'est que c'est progressivement plusieurs pans en fait, du processus de transformation qui a été, de planification, pardon, qui a été délégué aux équipes. Notamment le fait de pouvoir en fait, gérer ensemble les congés. Ça, alors toujours avec la validation bien sûr du responsable de secteur, mais elles se mettent autour de la table, elles gèrent ensemble leurs congés. L'autre point qui a été intéressant aussi, c'est plutôt lié aux absences, soit les absences prévues, soit les absences imprévues. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'elles sont dans une logique, les intervenantes, d'anticipation de ces remplacements, puisqu'elles vont pouvoir communiquer ensemble en se disant, voilà, potentiellement, moi je vais avoir telle contrainte, est-ce qu'on peut s'auto-remplacer sur tel créneau horaire, sur tel planning, puisqu'elles vont accès en fait, au planning, à leur planning. Et du coup, il y a un autre phénomène assez intéressant dans la planification, c'est que, étant donné qu'elles forment désormais une équipe, elles vont comprendre pourquoi il y a des modifications de planning. Avant, une des verbatims qui ressort souvent dans nos entretiens, c'est on était pris pour des pions, on nous baladait à droite, à gauche. Mais étant donné que maintenant elles sont toutes ensemble sur la même équipe, elles ont toutes les mêmes informations ensemble qui circulent, elles ont cette vision, en tout cas dans les équipes qu'on a pu évaluer, de la cause de leur remplacement. Et ça favorise l'acceptation en fait, des modifications de planning. Et même, j'irai plus loin, on a pu faire une phase, du coup, de commencer la phase des effets, on voit que ça limite aussi les recours à l'absentéisme parce que la personne qui va être absente sait qu'elle va mettre en difficulté les autres membres de son équipe. Et en tout cas, voilà, c'est un des points qui était important. Et la dernière règle vraiment importante, c'est le rôle pivot des réunions de coordination
et des outils numériques, notamment le fait de créer en fait une discussion groupée avec les différents membres de l'équipe, et j'inclus dans les membres de l'équipe le responsable de secteur. C'est aussi une des fortes évolutions, c'est que désormais le responsable de secteur fait partie de l'équipe aux côtés des aides à domicile pour qu'elle puisse échanger. Généralement, on a une réunion toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, à peu près d'1 heure à 2 heures, et on a des équipes qui peuvent communiquer sur leur planning. Par exemple, la responsable de secteur qui va pouvoir communiquer le plan d'aide ou le planning prévisionnel de la personne accompagnée. Une aide à domicile qui pourra remonter aussi des changements de besoins chez la personne accompagnée, et donc de mettre à jour les fiches mission en temps réel. Donc c'est vraiment une circulation qui est beaucoup plus fluide et qui fonctionne mieux, et on voit bien que, je ne vais pas dire les résultats avant de les avoir évalués, mais en tout cas on commence à sentir une personnalisation plus forte, voire même une prévention qui se développe par cette communication plus approfondie. Ensuite, il y a d'autres points, et malheureusement, il y a certaines limites aussi dans ce modèle. C'est qu'aujourd'hui, il y a toujours de grosses difficultés de recrutement. Ça n'a pas permis, en tout cas à l'heure où je vous parle, de solutionner les problématiques d'attractivité des métiers. Et du coup, ça vient freiner aussi ce modèle, parce que les équipes essayent, par exemple, de développer le fait que les équipes puissent participer au recrutement, ou qu'elles puissent aussi participer à la réévaluation des besoins de la personne accompagnée ou des plans d'aide. Et ça c'est difficile de se mettre en place au regard des tensions sur le recrutement. Et en fait, j'aimerais conclure sur le coût aussi de cette transformation. On a vraiment essayé de dissocier le coût d'investissement nécessaire par rapport à la formation, au temps de coordination en interne, et le temps de fonctionnement en routine, entre guillemets, du modèle. Le temps d'investissement, il est assez variable. Il va varier à peu près pour une équipe de 10 personnes, on va dire, de 10 000 à 20 000 euros, donc ce qui revient à 1 000 euros à 2 000 euros par intervenant. Avec essentiellement des postes de coûts qui sont liés à la formation. Et ensuite, dans le coût lié au fonctionnement de l'équipe, le principal poste de coût, ça va être les temps de réunion. Et du coup, ces temps de réunion, ça coûte en moyenne par an et par intervenant 1 000, 1 200 euros en fonction, bien sûr, du taux de rémunération des intervenants. Pour conclure, les limites aujourd'hui qu'on voit dans ce modèle, même s'il est très encourageant, c'est que l'autonomie finalement des équipes ne peut pas, est assez limitée par le système de financement aussi qu'on a par rapport à des plans d'aide qui sont prescrits sur le temps des interventions, sur les prestations à réaliser. Et une des limites, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, le financement de ces temps de coordination, ils ne sont pas prévus, ils ne sont pas automatiques dans les plans d'aide. Donc forcément, aujourd'hui, on a des services qui essayent de se débrouiller par des financements, par exemple via la dotation complémentaire, pour pouvoir tenter de généraliser cette organisation. Et l'autre limite aussi, c'est par rapport au droit social, et notamment par rapport aux conventions collectives de la branche, où on voit bien des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités qui se mettent en œuvre et qui ne sont pas aujourd'hui, en tout cas, prévues telles quelles dans les conventions du secteur. Donc, pour conclure, vraiment, c'est encourageant, mais il y a encore certaines limites, certains freins, et je pense que ce sera l'objet de la prochaine récession, de voir réellement les effets après avoir décrit du coup la transformation et ses modèles. Merci beaucoup Antoine de Soubeyran pour ces éléments de discussion très intéressants, et je retiendrai principalement sur le fait qu'il n'y a pas un seul modèle mais bien une pluralité, et ça dépend aussi des équipes et de la manière dont elles mobilisent finalement ce modèle et se le réapproprient. Alors, donc on a plusieurs questions du public. Donc une première question financière. Avec les missions complémentaires, les aides à domicile bénéficient-elles d'une valorisation financière ? Alors pour les intervenants en tant que tels, effectivement, c'est une question qui ressort systématiquement, notamment lorsqu'on leur présente ce nouveau modèle, où en gros on leur dit qu'elles vont être responsabilisées. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas vu dans les services de rémunération complémentaire par rapport justement à ces nouvelles missions. Mais ça n'a pas été un frein, ça a été une objection dès le départ. Mais quand elles ont vu en fait les avantages pour elles, notamment sur l'équilibre vie pro et vie professionnelle, et surtout pour les usagers qui commençaient à se faire pressentir, cette objection-là sur la rémunération complémentaire, elle n'est pas venue. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais en tout cas ça n'a pas freiné pour les services qu'on a évalués leur mise en œuvre. Donc deux autres questions. Vous êtes-vous basé sur des modèles existants, notamment aux Pays-Bas, pour définir le modèle expérimental évalué? Et avez-vous rencontré en amont des structures ayant déployé ce type d'innovation organisationnelle, donc dans les SAD?
Alors oui, effectivement, là je vous ai parlé qu'une partie de l'étude, mais en 2020, on a fait 2021, tout un travail de ce qu'on appelle une revue bibliographique avec toutes les autres recherches qui ont pu être menées aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, aux Pays-Bas, en Suède. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, donc on a fait une synthèse de tous ces travaux-là. On a pu repartir de ces éléments pour construire notamment nos référentiels d'évaluation. Et on a eu l'opportunité d'aller rencontrer 6-7 services, et je tiens aussi à les remercier, qui nous ont ouvert leurs portes en 2021 pour justement comprendre leur modèle, leur fonctionnement et travailler sur cette modélisation. Alors une dernière question, donc avez-vous constaté des différences entre les différents SAD? Effectivement, on a vu des différences et pour moi, en fait, les différences, elles se jouent beaucoup au contexte de départ. On avait par exemple dans les SAD, sur les 4, on en avait 2 où les directions étaient d'anciennes DRH et qui étaient justement très inspirées par ces nouveaux modes d'organisation très participatifs. Et elles avaient beaucoup pensé le modèle en amont et ça avait vraiment aidé peut-être à accélérer le processus de transformation. Tandis qu'on avait peut-être des services qui n'avaient pas autant pensé le modèle en amont ou qui avaient peut-être des contextes plus particuliers de gouvernance ou de difficultés que j'ai pu lister aussi de contextes qui ont fait que ça a pu freiner. On a même cru pour certains au départ que la transformation potentiellement n'allait pas se mettre en place. Heureusement, ça s'est mis en place. Mais voilà, je pense que c'est le contexte qui fait qu'en fait, on va avoir après des changements et le choix des directeurs qui est vraiment à la base sur ce modèle-là. Alors, peut-être une dernière question, si on a le temps, mais vous y avez partiellement répondu. La crainte des responsables de secteur porte sur l'acceptabilité chez les intervenants de ces nouvelles responsabilités sans contrepartie financière et parce qu'ils estiment qu'ils vont faire le travail des responsables de secteur. Qu'avez-vous constaté sur ce point et comment ça s'est passé sur les 4 SAD? Peut-être réexpliciter. Oui, alors je pense que ce qui est vraiment important en fait et qui a favorisé l'acceptation, c'est déjà que les aides à domicile, elles ont compris les réalités du métier de responsable de secteur, toutes les difficultés qu'eux aussi pouvaient rencontrer au quotidien. Et du coup, j'ai vraiment insisté, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais ce n'est pas les aides à domicile en fait, qui font par exemple les plannings prévisionnels suite à l'évaluation. C'est toujours le responsable de secteur qui fait un planning prévisionnel, mais vous le connaissez, enfin, les professionnels du secteur le savent bien, ce planning prévisionnel, il ne veut rien dire, il est toujours modifié. Et c'est lors de ces modifications en fait, qu'on va aller solliciter l'avis des aides à domicile. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le responsable de secteur, dans l'organisation structurelle, garde le lien hiérarchique et c'est lui qui valide les propositions et qui va les renseigner après dans le logiciel de télégestion. Donc, on va dire, on leur demande le côté positif de la planification qui est de pouvoir réduire leur temps de déplacement, prendre en compte leur avis et le responsable de secteur garde quand même le fait de rentrer les informations dans le logiciel. Bien. Merci Antoine pour les précisions apportées. Pour illustrer donc, les enseignements que vous venez de nous présenter, on vous propose donc un court témoignage sous forme de capsule vidéo de Luna Alençon du Perche, l'un des SAD ayant engagé ce processus de transformation. J'en ai pour 10 minutes, allez, parce que là, je suis sur Damini, et carrément presque à la sortie de Damini. Donc pour aller l'arrêt, je mets 10 minutes à peu près. Est-ce que ça va faire trop tard pour leur repas? À quelle heure? Midi. Non, c'est bon. C'est bon parce que... Ça sera un petit peu plus de midi, ça sera 1h moins de quart. Ouais, mais non, c'est bon. Tu le fais à quelle heure? Sinon, je le fais après, parce que moi, l'après-midi, c'est des interventions de ménage que je peux décaler. Ouais. Je peux décaler un peu en bas. Donc comme là, en plus, on est dans l'amplitude de travail. Au niveau du temps de déplacement, on est bien. Ouais. Et puis que moi de revenir pour repartir là-bas à l'arrêt, autant que je le fasse derrière. Je vois des équipes qui travaillent en équipe vraiment, qui communiquent, qui se parlent et qui ne sont plus 10 aides à domicile qu'on met sur un même secteur, mais qui travaillent en totale autonomie, chacun de son côté, mais plutôt des personnes qui communiquent, qui vont interagir, qui vont s'appeler, qui vont se remplacer, s'entraider quand il y a des problèmes. C'est impeccable. C'est même extraordinaire parce qu'on arrive à gérer Maintenant, on arrive à gérer nos plannings. Des fois, on dit... c'est pas toujours fait,
Donc maintenant on le fait nous-mêmes. Voilà. On a un arrêt, on a vu avoir 3 arrêts Covid quand même. Oui. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Donc tous nos bénéficiaires ont eu leurs prestations nickel. On a su, voilà, on se lance des messages sur WhatsApp et donc de là, moi je te prends ça, moi je te prends ça. Et donc le matin c'était fait. Donc, tout a été. Voilà, et puis on a des réunions où on gère les problèmes des fois certains bénéficiaires ensemble. Tout le monde amène leurs idées et on arrive à tous communiquer ensemble. Moi j'étais frileuse sur le fait de toucher au planning en fait. J'avais peur au niveau de tout ce qui était modulation, temps de travail, tout ça. Après je pense que j'ai la chance de tomber aussi sur une équipe qui on communique énormément. Donc elles savent aussi ce qui peut, ce qui ne peut pas être fait. Et acceptent aussi quand nous on leur dit attention, là l'entretien vous avez mis le matin, ça ne va pas. Donc en fait non, ça se passe bien. Je suis contente. Moi c'est une belle surprise honnêtement, c'est une belle surprise. C'est une belle expérience. Avec les chefs de secteur. Avec les chefs de secteur, ouais, ce que je trouve bien, c'est qu'on va sur le terrain, quand il y a des nouveaux dossiers à créer ou quoi que ce soit, on va à la rencontre des gens. Moi, je trouve ça bien parce que ça nous permet de voir, nous, en tant qu'auxiliaires de vie, les dossiers qui vont être mis en place et donner notre avis s'il y a besoin aussi aux chefs de secteur. Régulier, mais avant, oh là là là, ça changeait tout le temps, tout le temps. Il y a même eu un été, en plus c'était l'été, il y a plus de remplacements forcément, où j'ai eu 14 personnes dans le même mois, 14 personnes différentes. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, vous avez vu une différence malgré tout ces Oui. dernières années? Oui, oui, et puis c'est quand même, les horaires sont relativement réguliers. Et dans l'ensemble, c'est bien organisé maintenant, quoi. Donc, à partir de cette capsule vidéo, quelques témoignages des intervenants à domicile et des usagers sur les premiers effets, enfin, ou sur les effets en tout cas de cette nouvelle organisation. Et avec nous donc sur le plateau pour prolonger ces témoignages autour de ce changement, Octavie Gorlier. Donc Octavie, vous êtes directrice générale de la Fédération ADMR du Nord, dont plusieurs services se sont engagés dans cette transformation. La fédération a ainsi débuté en 2021 la transformation de plusieurs associations en instaurant des principes issus d'un modèle d'équipe autonome, et ceci sur plusieurs associations locales. Donc vous nous en direz peut-être un petit peu plus. Dans le cadre plus spécifique de l'étude pilotée par la CNSA, donc en partenariat avec la G2R La Mondiale, l'évaluation du fonctionnement en équipe locale et autonome s'effectue donc concrètement sur deux associations, avec une association témoin qui n'est donc pas transformée et une association transformée, voilà, qu'on suit plus particulièrement dans le cadre de cette évaluation. Également avec nous Isabelle Jolivet-Pérez, donc vous êtes directrice de l'autonomie au département de l'Eure, qui soutient plusieurs services également dans cette démarche et qui font aussi donc pour l'un l'objet de la démarche d'évaluation que l'on vous décrit aujourd'hui, et pour d'autres une autre démarche de suivi également et d'accompagnement. Vous êtes donc toutes les deux impliquées dans ces transformations en équipe locale et autonome. Et donc l'objectif, c'est que vous puissiez là maintenant nous indiquer un petit peu ce que vous constatez comme effet de ces transformations. Donc je précise jusqu'à la fin de vos témoignages, il y aura également un temps de questions et de réponses aux questions donc avec les participants. Voilà. Donc Octavie Gorlier, vous êtes à l'origine, donc comme le disait d'ailleurs Antoine de Soubeyran tout à l'heure, les dirigeants et les responsables sont souvent à l'origine finalement
de cet engagement dans les transformations et de ce dynamisme au sein des structures. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les raisons justement qui ont conduit votre fédération à s'engager dans cette transformation ? Oui, alors moi j'ai pris mes fonctions en 2019 et au moment de cette prise de fonction, j'ai souhaité rencontrer l'intégralité des associations. Donc on a 26 structures dans notre réseau. C'est toujours intéressant de s'imprégner du terrain et de rencontrer les acteurs qui font notre métier. Et le constat était, je dirais, presque largement unanime, c'est qu'on avait un absentéisme qui était devenu vraiment un fléau, le mot est fort, mais c'était vraiment un fléau, avec un stress intense pour les salariés d'intervention qui prenaient le relais de leurs salariés, de leurs collègues qui étaient absentes, les responsables de secteur qui étaient le nez dans les plannings du matin au soir, avec le stress de l'arrêt maladie du week-end ou du lundi matin. Des usagers qui subissaient cette verticalité, qui d'ailleurs dans le témoignage de cette dame qu'on vient de voir, on avait une succession effectivement d'interventions au domicile. Alors quand vous êtes sur du geste au corps, de l'aide à la toilette et que vous voyez passer chez vous 15, 18, 20, voire 24 personnes dans le mois, parce que c'est une réalité, évidemment la notion de qualité de service, elle n'est pas très présente. Et puis ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que ces salariés d'intervention, aide à domicile ou auxiliaires de vie sociale, sont des travailleurs isolés. Elles partent, alors je dis elles parce que c'est un métier très féminin, mais ces salariés-là partent de leur domicile, se rendent dans le premier domicile de l'usager qui est accompagné, elles les enchaînent et ne voient personne, aucune de leurs collègues, ni la responsable de secteur de la journée. La responsable de secteur, elle, de son côté, est finalement aussi confrontée à cette solitude, puisqu'elle est coincée dans son bureau en train de gérer les problèmes de remplacement. Donc force de ce constat-là et de cette démobilisation des salariés, je n'ai pas réfléchi toute seule, j'ai réfléchi avec mon équipe et j'ai surtout questionné finalement les salariés d'intervention pour essayer de comprendre pourquoi il y a 20 ans en arrière on n'avait pas ce taux d'absentéisme et pourquoi on en était arrivé là. Et ce qui est apparu, c'est que finalement le mode de fonctionnement à l'époque de la DMR, c'était on se retrouve chaque semaine avec les bénévoles, puisque ça c'est une spécificité de notre réseau, et puis on se réunit autour d'un café sur une feuille de papier et on construit les plannings tous ensemble. Avec le temps, la réglementation, l'informatisation, tout ça, ça s'est perdu de vue, ça s'est dissous, je dirais, dans le quotidien. Et j'en reviens à cette notion de verticalité. Finalement, tout le monde subissait le planning, et puis y compris l'usager. Donc on n'a pas réinventé les choses, on a simplement repris les bonnes vieilles recettes qui fonctionnaient bien en leur apportant de la modernité. Et on a réfléchi ensemble au niveau de la fédération, effectivement, avec mon équipe, en se disant mais comment on pourrait faire pour revenir en arrière tout en innovant et tout en étant un peu plus moderne, en y incluant les responsables de secteur, parce qu'il était évident qu'on n'allait pas les mettre de côté, et puis en y intégrant aussi une notion de qualité de service, de retour de qualité de vie au travail, et puis l'informatisation aussi. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, on est loin d'être des amateurs. L'informatisation, la digitalisation, ça nous touche également à tous les niveaux, donc c'était important de l'avoir aussi en tête. Et à ce moment-là, le département du Nord a lancé un appel à candidature. On était en plein dans cette réflexion, donc c'était le moment de se jeter à l'eau. Donc un contexte particulier, une volonté d'innover et d'améliorer en particulier les relations sociales au sein de la structure. D'accord. Et donc depuis cette transformation et cette mise en place des équipes locales autonomes, qu'est-ce que vous constatez comme changement? Alors déjà, ce qui est important, c'est que on a longuement réfléchi, Antoine l'a dit tout à l'heure, mais on a longuement pensé notre modèle, c'est-à-dire qu'on s'est fait accompagner et on a concrétisé finalement quels seraient ces changements. Qu'avaient le droit de faire les intervenantes, qu'est-ce qui allait changer pour elles? Est-ce qu'elles auraient plus d'actions possibles? Est-ce qu'elles en auraient moins? Qu'est-ce qui allait concrètement changer pour elles?
Et puis, qu'est-ce qui allait aussi changer pour la responsable de secteur? On l'a évoqué aussi, c'est un sujet. Beaucoup ont eu peur en se disant, mais finalement, si ce sont les salariés d'intervention qui font les plannings, bah, moi, qu'est-ce que je fais de mes journées? Donc, c'est important de rassurer tout le monde sur les missions. Et puis, en fait, on a simplement recalibré les missions des uns et des autres. Alors, en termes de constat, on a beaucoup d'indicateurs au vert. On a déjà l'absentéisme. On l'a dit tout à l'heure, on responsabilise les salariés sur leurs absences. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper au maximum, quand elles se réunissent, les absences programmées. Elles s'organisent sur leurs congés. Et puis, quand l'une d'elles, parce que ça arrive évidemment, est confrontée à un arrêt maladie ou un problème d'enfant, elle prévient ses collègues. Et donc, ce sont les équipes de terrain qui s'organisent entre elles, en mettant en lien évidemment la responsable de secteur, pour se remplacer. Donc cet absentéisme, il a vraiment chuté. J'ai une association qui s'est transformée il y a maintenant quelques mois. On avait un taux d'absentéisme de 44%. On avait une grosse démobilisation sur une partie de l'équipe qui était un peu éloignée géographiquement du siège de l'association. La responsable du secteur ne savait plus comment gérer. On a mis en place cette organisation. Ce taux est revenu à 16%. Alors, je prends un exemple qui est très fort, évidemment, qui peut être un peu caricaturé, mais il n'empêche que sur 2 autres associations, on a perdu quasiment 13 points d'absentéisme. Donc c'est quand même un indicateur très fort. L'autre indicateur, c'est la satisfaction des usagers. À 95%, les usagers s'estiment très satisfaits. Aujourd'hui, ils ont une équipe qui est toujours composée des mêmes personnes. Fini le défilé, fini aussi les interventions qui n'étaient pas forcément en concordance avec leurs souhaits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut s'organiser pour que le passage se fasse à 9h et non pas à 9h30 pour des raisons d'organisation personnelle de l'usager, on est en capacité de le faire. On a une nette amélioration aussi du sentiment d'appartenance, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, nos travailleurs sont des travailleurs isolés. Et donc, cette appartenance à l'équipe se perdait de vue. Là, le fait de se réunir régulièrement, ça permet d'échanger. Elles se réunissent sur les dossiers qu'elles partagent. Donc, elles peuvent aussi échanger sur leurs difficultés, comment elles se conseillent entre elles, et toujours évidemment sous le regard bienveillant de la responsable de secteur. On a noté aussi, en termes de qualité de vie au travail, une nette amélioration, parce que le principe de la sectorisation, c'était aussi de réduire les trajets, parce que ça stresse énormément les salariés d'intervention. Donc on a vraiment réduit ces déplacements. Et économiquement, c'est aussi intéressant, permettre de diminuer le coût kilométrique. Donc il y a plus ce stress aussi permanent pour elle de se dire « Ouh là là, je suis sur la route, il faut que je me dépêche parce que monsieur m'attend à 9h15 et il est déjà 9h13 et j'ai 5 minutes pour faire la route. » Et puis, une amélioration très nette aussi dans la relation avec la responsable de secteur. Ça, c'est important aussi. On en était arrivé dans certaines structures à un cloisonnement et une absence de dialogue. La responsable de secteur qui n'en pouvait plus gérer les absences, les salariés qui ne se sentaient pas comprises. Et là, aujourd'hui, on a restauré le dialogue entre elles. Donc, on a une amélioration des relations qui est très, très nette. Très bien, merci. Donc vous témoignez effectivement d'une amélioration de la qualité de vie au travail, des conditions de travail et aussi une amélioration de la satisfaction des usagers. Donc qu'est-ce que du coup vous pourriez donner en fait comme conseil aux services ou aux départements qui souhaiteraient justement peut-être pouvoir s'engager dans le soutien de ces transformations? Alors le premier conseil, on en a parlé tout à l'heure, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs soient fédérés autour du projet et soient convaincus. Ça prend un peu de temps, on est en plein dans la conduite du changement, mais c'est important. À l'ADMR, on a un triptyque qui est salariés, usagers, bénévoles. On a travaillé avec les 3 profils. Il n'était pas question que l'un ne se sente pas concerné par le projet. Ça, c'est important. Donc ça c'est le premier conseil et que j'associerai à la formation aussi. Toutes nos structures sont accompagnées en termes de formation, que ce soit dans la conduite du changement, que ce soit dans l'animation de réunions. Ça c'est important aussi parce que ça permet de rentrer dans la démarche de façon progressive. On ne change pas du tout au tout de manière brutale. Ces moments de formation sont l'occasion aussi de lever aussi les freins, de lever les craintes, d'échanger et d'expliquer comment va se dérouler la transformation. Donc ça rassure tout le monde. Mon deuxième conseil, ce serait aussi de faire très attention au modèle économique.
Ce mode d'organisation n'est pas une recette miracle. Ça ne permet pas de soulever des bénéfices, ça ne permet pas non plus d'aller chercher du financement qu'on n'aurait pas. C'est un mode d'organisation qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail, de réduire un certain nombre de coûts, ça c'est vrai, mais Antoine l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des surcoûts qu'il ne faut pas négliger, notamment les temps de coordination, les temps de formation. Donc c'est important de l'intégrer dans son modèle économique et de travailler avec un partenaire si c'est possible, en tout cas dans la phase de démarrage, au moins pour lancer le process. Et puis mon troisième conseil, c'est tout simplement de faire confiance. Ça peut faire peur, on peut se dire mais les salariés ne vont pas y arriver. Il faut faire confiance et il faut apporter cette confiance, c'est-à-dire il faut rassurer l'ensemble des protagonistes. Et je vais en dire un quatrième parce qu'il me semble important, je déborde, mais je pense que c'est important, on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de modèle type. C'est-à-dire que je dirais que la philosophie, c'est simplement de donner ou de rendre de l'autonomie. Après, chacun peut l'adapter vraiment à son organisation, à ses spécificités. On peut décider du cadre que l'on souhaite lui donner, des missions qu'on souhaite confier aux uns et aux autres. C'est tout à fait personnalisable. Et ça, c'est important quand même, ça permet de rassurer tout le monde. Très bien. Je vous remercie, Madame Gourlier, pour tout ce retour. Madame Jolivet-Pérez, donc en tant que directrice justement de l'autonomie d'un département, que vous inspire le témoignage de Madame Gourlier en particulier sur peut-être cette notion aussi de processus un peu long et de confiance aussi peut-être aux équipes et aux services du coup qui s'engagent vers ces transformations? Je rejoins tout à fait les propos d'Octavie Gourlier. Effectivement, notre département, nous, il est engagé dans ce souhait, surtout d'évaluer ce processus depuis 2019, avec 3 SAD différents, dont un qui est, par contre, qui fait partie de votre évaluation. Et donc, c'est vrai, ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est en premier, c'est la non-optimisation financière. Donc, il ne faut pas croire qu'effectivement, il va y avoir une transformation des équipes et on va pouvoir rationaliser les équipes. Ce n'est pas l'objectif, donc ça, il faut bien l'avoir en tête en premier lieu. Et puis après, c'est vrai que ce qui ressort par rapport aux directrices des SAD avec lesquelles j'échange, c'est effectivement, comme le dit Mme Gourlier, c'est la confiance. Ça, c'est effectivement très important. La satisfaction de l'usager, donc ça effectivement il faudra qu'on le mesure parce qu'on est engagé nous aussi avec l'Institut des politiques publiques qui interviendra après, donc on n'a pas les résultats non plus. Et effectivement, par contre le processus est long sur effectivement la formation et la transformation des équipes. Voilà, il faut être patient. C'est le maître mot. En plus, on a eu entre deux la crise du Covid, donc effectivement, ça a un petit peu ralenti les choses, mais c'est effectivement des choses qu'il faut avoir vraiment à l'esprit avant de s'engager. D'accord. Et donc, selon vous, pourquoi il est important qu'un département puisse justement venir en soutien de ces transformations et de s'engager dans des innovations managériales? C'est vrai que quand nous sommes engagés dans ce souhait d'évaluer, c'était aussi pour accompagner les SAD, nos SAD, parce qu'on voyait qu'ils rencontraient des difficultés et c'était important pour nous de voir s'il n'y avait pas un autre modèle, une nouvelle organisation qui aurait pu donner un nouveau souffle. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu mesurer avec l'autonomisation, la transformation, mais on a souhaité aussi, nous, les accompagner à la fois financièrement, mais aussi avec un cabinet, notamment de formation, parce que voilà, on voulait aussi tester ce nouveau modèle. On n'était pas ni pro ni contre le modèle des équipes autonomes, mais ce qui nous intéressait, nous, c'était effectivement de tester l'innovation, comme vous le dites. Il faut que les départements s'engagent dans l'innovation.
voilà, quelle qu'elle soit, hein, parce que voilà, on est confronté à des défis aujourd'hui, qu'ils soient démographiques, écologiques ou sociétaux, et donc c'est important que les départements s'engagent dans des expérimentations pour voir si des transformations sont possibles, quelles qu'elles soient, que ce soit des SAD, des EHPAD, enfin voilà, il faut y aller, quoi. Et peut-être une dernière question pour revenir aussi sur cette notion de confiance. Si nous avons bien compris, justement, c'était un élément important pour vous, notamment par rapport à l'application et la mise en œuvre du plan d'aide et les relations que les intervenants à domicile ou les services pouvaient du coup entretenir avec les équipes d'évaluation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, quand nous sommes engagés dans ce modèle-là, nous aussi, on a travaillé avec nos équipes parce qu'effectivement, en général, on donne un plan d'aide qui est assez balisé. Et donc, l'objectif, là, c'était aussi de le donner une autonomie. Donc, on a souhaité effectivement que les équipes d'évaluation puissent évaluer la personne à domicile, mais ressortent avec une enveloppe financière, sans forcément donner des grandes lignes, sauf si effectivement il y avait des besoins spécifiques de la personne, donc ça c'était à préciser. Mais sinon c'était une enveloppe financière pour justement donner plus de latitude aux services d'aide à domicile qui s'engageaient. Donc là aussi, voilà, nous aussi le changement il est aussi à l'intérieur. Ça aussi, ça bouleverse aussi parfois les équipes à l'intérieur. Très bien. Merci à vous deux pour ces éléments de discussion, bien entendu très intéressants, et je pense qu'on va laisser, voilà, on va essayer de répondre, ou vous allez essayer de répondre maintenant aux questions des participants. Oui, on a eu plusieurs questions. Première question qui s'adresse davantage à Madame Gorlier. Quels outils informatiques pour les échanges entre les différentes intervenantes, simple groupe WhatsApp, ou comment vous gérez également l'absence de modérateur dans le cadre de ces échanges? Alors déjà, ce qui est important de signaler, Antoine l'a dit tout à l'heure, mais effectivement nos responsables de secteur sont intégrés dans les groupes WhatsApp. Ça permet aussi qu'elles aient l'information. Et on est sur une messagerie sécurisée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de RGPD à respecter. Donc on est sur une messagerie sécurisée qui permet donc d'échanger en toute confidentialité. Alors une question donc... Est-ce que, selon vous, il serait possible de revenir en arrière? Alors, c'est un des principes de ce type de transformation, c'est le côté irréversible. Donc, je pense que ce serait très compliqué de donner de l'autonomie à des salariés et finalement de faire marche arrière en disant finalement on va vous la reprendre. Donc non, ce qui explique aussi que nous avons fait le choix, nous, d'entrer dans cette transformation de manière très progressive. C'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas question que nos salariés recrutent des collaborateurs, fassent des évaluations, participent à la facturation ou à des tâches administratives. D'abord parce que je pense que ce n'est pas tout à fait leur souhait, et d'une, ce n'est pas le nôtre non plus. À chacun son métier. Et puis, surtout, il fallait d'abord qu'on avance à petits pas et qu'on voit un petit peu comment les salariés réagissaient. Donc, non, à mon sens, on ne peut pas revenir en arrière. Et est-ce que vous le souhaiteriez? Ah non, alors moi, certainement pas. Moi, certainement pas. Et pour avoir interrogé nos salariés, à la fois responsables de secteur, les salariés d'intervention et les usagers, aujourd'hui, on a plus de 90% de tous ces acteurs qui ne veulent absolument pas revenir en arrière. Voilà. Et ça, ce sont des enquêtes qui sont menées de manière très, très objective. Donc, il y a eu unanimité sur le sujet. Donc une seconde question, est-ce que les temps de réunion et de coordination ne viennent-elles pas accentuer le manque de personnel afin de réaliser les interventions? Alors, non, parce que je n'ai pas pu citer tous les indicateurs, parce que sinon je me serais fait taper sur les doigts et, et il faudrait des jours et des jours pour vous parler de ce sujet. Non, parce que ce qu'on a constaté, c'est que d'abord l'absentéisme a largement diminué. Donc aujourd'hui, plus besoin de faire de remplacement inopiné et de dernière minute. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une augmentation des heures au contrat de travail.
et accessoirement une diminution des contrats à durée déterminée. Ça veut donc dire que les salariés qui étaient en CDD chez nous, en fait, ont souhaité pérenniser et donc leur engagement et donc travailler avec un CDI, et que les salariés qui avaient des heures au contrat ont souhaité augmenter leurs heures au contrat. Donc, je dirais que c'est compenser en fait ces temps. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions à faire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure au démarrage, il faut un soutien financier pour lancer la dynamique. Et puis après, finalement, vous gagnez cette heure-là, elle est précieuse. Alors il y a des équipes qui fonctionnent sur 1 heure de réunion par semaine, d'autres sur 1 heure et demie tous les 15 jours. C'est vraiment fonction de la maturité des équipes, de l'entente, de l'activité. On n'impose rien de ce point de vue-là, c'est vraiment chaque responsable de secteur gère avec ses équipes, mais ce temps en fait passé, on le gagne sur les déplacements, sur l'attractivité, donc c'est largement compensé. Alors une dernière question sur le métier de responsable de service. En cas de pérennisation, pensez-vous que le développement des équipes autonomes entraînera une mutation du métier de responsable de secteur qui pourra donc se concentrer davantage sur des missions soit d'animation, soit de formation ou d'évaluation? Alors, ça, c'était un souhait qu'on avait, en tout cas moi, quand je suis arrivée, je trouvais ça dommage que nos responsables de secteur ne fassent que de la planification. D'abord, au bout d'un moment, elles saturent. Donc oui, il y a en fait, en recalibrant les missions des uns et des autres, on leur laisse du temps pour faire explorer d'autres aspects de leur métier. Alors moi, je parlerai déjà avant tout de management. Je ne suis pas je suis pas très en raccord avec le terme de coach. J'aime pas trop, je trouve que ça dévalorise un peu le métier. Je préfère parler de management. Ce temps aujourd'hui qu'elles ont, elles l'utilisent à la fois pour aller au domicile des usagers, quand il y a besoin de réévaluer le plan, nos interventions. Elles accompagnent beaucoup plus aussi les salariés d'intervention sur le terrain, donc elles comprennent beaucoup mieux leurs difficultés, ça leur facilite la tâche pour les entretiens professionnels. Ça, c'est hyper important et c'était, je dirais, un peu négligé auparavant. Ça leur laisse du temps aussi pour piloter l'activité. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, c'est vrai qu'on a un gros souci en termes de financement dans certains départements, donc c'est important d'essayer d'être à minima rentable. Donc elles ont aussi aujourd'hui le temps pour vérifier que cette activité elle est bien présente. Elles ont du temps aussi pour d'autres projets parce que la mission d'une responsable de secteur, c'est pas que son équipe, c'est aussi de se mobiliser sur des projets autres. Ça peut être du café numérique, ça peut être de la formation, ça peut être chercher des formations qui correspondent aux attentes de leurs salariés. Donc finalement, ça leur permet au contraire, je trouve, d'aller investir tout un champ qu'elles ne pouvaient pas, sur lequel elles ne pouvaient pas aller auparavant. Merci. Une dernière question donc, pour Madame Jolivet-Pérez. Pour le département, donc, sur la question du financement, à quelle hauteur le département a accompagné ce projet? Alors sur les temps de formation, c'était 17 € de l'heure. Et sur les temps d'heures improductives, 7 € de l'heure. Improductives, mais qui en réalité ont un sens. Oui, mais parce que ça s'appelle, voilà, oui, c'est dans le le verbatim, enfin, dans la manière de... C'est plutôt un vocabulaire voilà, opérationnel, mais voilà, bien évidemment, ces temps ont un intérêt et un sens pour les équipes. Et je reprendrai notamment le terme d'un chercheur, donc François-Xavier Devetter, qui évoquait la question du... qui soulevait le fait que derrière les équipes locales et autonomes, ce qu'il y a derrière, c'est davantage la notion d'équipe et c'est ça qui est fondamental dans ce type de modèle. Voilà. Merci donc à vous deux pour ces différents témoignages qui permettent de mieux appréhender ce qu'implique donc une transformation et quelles sont les conditions de réussite et les prérequis avant de se lancer dans ce processus de transformation. Et donc nous allons maintenant laisser la parole à Léa Toulmont. Et donc vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques, en charge de l'étude du passage des services à domicile en équipe autonome. Et peut-être pour amorcer l'échange, est-ce que vous pourriez nous présenter donc votre recherche et dans quelle mesure vos premières hypothèses font écho aux échanges que nous avons eus précédemment?
Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler de nos travaux. Donc, moi, je travaille dans un institut qui est un institut de recherche qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques. Il est issu d'un partenariat entre l'École d'économie de Paris et le Centre de recherche en économie et en statistique. Et on a une équipe de 5 chercheurs qui sont mobilisés sur ce projet, chacun à temps partiel. Et pour rappeler un peu l'historique de notre projet, nous, on a été sollicités par le département de l'Eure, donc avec Madame Jolivet-Pérez qui vient de vous parler, pour expérimenter un modèle d'organisation en équipe autonome pour les structures d'aide à domicile, donc au départ dans le département de l'Eure. Donc on nous a contactés pour mettre en place une évaluation aléatoire sur quelques structures dans le département de l'Eure. Et suite à des discussions avec le département, on a souhaité, nous, passer à une échelle supérieure pour cette expérimentation, puisque, vu la méthodologie qu'on utilise, c'était important pour nous d'avoir un échantillon suffisant. Et donc, on a cherché des financements complémentaires pour se déployer dans d'autres structures et d'autres départements. Donc aujourd'hui, le projet il a été d'abord financé par le département de l'Eure et la Direction générale de la cohésion sociale entre 2021 et 2023. Puis on a eu un relais par le département de l'Oise et enfin par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et l'IRESP, l'Institut pour la recherche en santé publique. Donc voilà, des financements qui nous ont permis notamment de recruter d'autres structures pour participer à l'expérimentation. Et la question qu'on se pose, qui est la question, je pense, que beaucoup de gens se posent ici, c'est est-ce que dans le contexte de la France et du secteur de l'aide à domicile, le modèle équipe autonome, bon, on peut mettre beaucoup de choses derrière comme on l'a vu, mais est-ce que travailler selon ces principes-là a des effets bénéfiques à la fois pour les salariés et pour les personnes accompagnées? On le voit un peu au travers de nos financeurs. Donc, par exemple, le financement de l'ANSES, eux, ils travaillent surtout sur ce qui les intéressait, c'était plutôt l'aspect sécurité au travail. Donc, comme on sait que c'est un secteur assez accidentogène avec de l'absentéisme, voilà, il y avait aussi vraiment cette question de est-ce que ça permet d'améliorer les conditions de travail des salariés. Et en fait, le constat qu'on avait fait, c'est qu'on a beaucoup de retours d'expérience de ce modèle en équipe autonome, mais au niveau des travaux de recherche, on est un peu en retard par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et on est à un moment où, de notre point de vue, il y a un peu un décalage entre ce qu'on sait et la vitesse à laquelle le modèle se déploie. Donc aujourd'hui, on a pas mal de retours positifs. Donc on pense que c'est un modèle qui est très prometteur. Mais ce qu'on se demande, c'est est-ce que ça n'a pas été mis en place dans des situations plutôt favorables, avec notamment des salariés particulièrement motivés. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce que, en fait, on n'a pas créé des équipes de salariés dynamiques, motivés au changement, qui donc fonctionnent mieux, mais est-ce que c'est vraiment imputable à cette nouvelle organisation du travail ? Et donc, on voulait faire une évaluation d'impact assez généralisable avec une méthodologie que je vais vous présenter. Donc, on est allé voir des structures qui voulaient passer en équipe autonome, indépendamment de notre expérimentation. Et ce qu'on leur a demandé, c'est de nous proposer des salariés ou des équipes qui pourraient passer en équipe autonome. Et au sein de ces salariés, on a créé aléatoirement un groupe qu'on appelle de traitement et un groupe de comparaison, où le groupe de traitement va passer en équipe autonome et le groupe de comparaison va rester avec la même organisation. Donc ça, c'est une méthode qui est plus connue dans les tests de médicaments. Par exemple, en santé, c'est très utilisé d'avoir voilà, un groupe placebo et un groupe qui teste le nouveau médicament. Et ça a été popularisé dans le domaine de l'innovation sociale avec les travaux d'Esther Duflo notamment. Donc c'est un peu dans ce champ de recherche que l'on s'inscrit. C'est identifié comme la méthode qui permet d'avoir les résultats les plus convaincants du point de vue de la recherche et donc les plus solides. Donc une fois qu'on a créé ces deux groupes, concrètement, on va demander à la structure de faire passer l'équipe autonome, faire passer donc l'équipe qui a été tirée au sort pour être en équipe autonome, dans un modèle qui a été co-construit grâce à l'aide du département de l'Eure avec les premières structures qui sont rentrées dans l'expérimentation. En fait, on a écrit un cahier des charges
On a eu l'aide de l'ANACT aussi pour la construction de ce cahier des charges, en disant, en fait, nous, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout à fait faire un modèle à la carte. Comme on veut l'évaluer à la fin, on veut quand même qu'il y ait des aspects communs. Par exemple, la taille des équipes, on a dit entre 8 et 12 salariés, comme ça a été fait d'ailleurs dans l'étude précédente. Je pense qu'il y a un peu une convergence pour penser que c'est une bonne taille. Et par exemple que les salariés au moins participent à l'élaboration du planning et si possible le fassent elles-mêmes. On a fait en fait des objectifs nécessaires et après un objectif plus une partie un peu à la carte selon ce que voulaient mettre en place les structures. Pour quand même leur donner de la latitude parce que bien sûr on n'est pas dans leur quotidien et c'est elles qui savent le mieux ce qui va leur convenir ou pas. Et une fois que la structure a accepté ce principe à la fois du tirage au sort et du cahier des charges, donc ça on en a bien parlé en amont pour que ce ne soit pas une surprise après, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait passer un questionnaire auprès des salariés, donc sur notamment leur satisfaction du travail, les risques psychosociaux, mais c'est assez large, il y a aussi l'organisation du travail, est-ce qu'elles étaient en équipe avant ou pas. Donc ça, on va le poser en fait avant la mise en place de l'équipe autonome et après, à la fois dans l'équipe qui passe en équipe autonome et dans l'équipe de comparaison, ce qui va nous permettre de comparer plusieurs indicateurs entre les deux équipes. Et on essaye aussi d'avoir la satisfaction des personnes accompagnées. Où là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adressé aux proches aidants parce qu'on a vu qu'on n'arrivait pas, avec notre mode de questionnaire, à atteindre les personnes accompagnées. En fait, concrètement, on pense que si on avait voulu avoir l'avis des personnes accompagnées, il aurait fallu aller au domicile des personnes. Et ça, on n'avait pas les moyens financiers et humains de le faire. Du coup, on a envoyé des questionnaires aux proches, aux contacts qu'avait la structure, en se disant que comme c'est les contacts de la structure, c'est a priori les personnes qui peuvent avoir un avis sur l'accompagnement et donc essayer de nous rapporter l'avis de la personne accompagnée. Ce qui est très important pour nous dans cette évaluation, c'est d'avoir un échantillon suffisamment important de salariés et d'équipes qui participent parce que en fait, ce principe de tirer au sort aléatoirement deux groupes ne marche que si on a suffisamment de personnes. Et aussi, c'était important pour nous d'avoir beaucoup de monde pour pouvoir mesurer des effets, parce que le risque sur un petit échantillon, c'est qu'on ne trouve pas vraiment de différence entre les deux groupes, mais c'est juste qu'on manque de puissance statistique et donc on n'aurait rien pu en conclure, donc on voulait vraiment éviter ça. Et donc l'intérêt, encore une fois, du tirage aléatoire, c'est qu'a priori, on a autant de personnes ou d'équipes motivées dans les deux groupes, et plus généralement, les deux groupes ont les mêmes caractéristiques. Donc si on voit des différences à la fin de l'expérimentation, c'est vraiment dû au modèle équipe autonome. Aujourd'hui, on a 10 structures sur 4 départements qui participent à l'expérimentation, mais on n'a pas fini. Notre expérimentation, elle dure jusqu'en 2025, donc on espère encore recruter quelques structures, mais déjà, on a un échantillon qui est quand même un bon début. On a 2 structures dans le département de l'Eure avec lequel on s'est lancé. On a une structure dans le Haut-Rhin, où là, on n'a pas été en contact avec le département, c'est directement la structure qu'on a démarchée. On a démarché tous les départements en fait, pour essayer d'augmenter l'échantillon avec l'aide du département de l'Eure. On a 3 structures dans l'Oise également. Et on a 4 structures dans le Pas-de-Calais où là, ça a été une organisation qui pour nous a été assez facilitatrice. C'est qu'en fait, on est arrivé à un moment où le Pas-de-Calais allait faire un appel à projet pour passer en équipe autonome avec des financements associés. Et en fait, comme on est arrivé au bon moment, en fait, et donc du coup, ils ont pu nous inclure dans leur appel à projet en disant vous pourrez passer en équipe autonome en participant à cette expérimentation. Et donc ça a beaucoup facilité les choses parce que du coup, on avait des structures qui, dès le début, voulaient participer. Et en termes toujours de taille de l'échantillon, on a environ 400 salariés, donc 200 qui passent en équipe autonome et 200 qui gardent la même organisation, et environ 1500 personnes accompagnées. Et on a eu les réponses de à peu près un quart, donc 400 proches aidants qui nous ont donné leur avis sur l'accompagnement. Les objectifs qu'on a dû concilier dans le cadre de cette étude, c'est d'avoir un volume important de salariés, ça, je pense que je l'ai déjà dit. Et pour les structures, évidemment, on a essayé de prendre en compte à la fois leurs contraintes géographiques et organisationnelles. Donc, pour donner quelques exemples,
Enfin, en gros, le principe, c'était de se retrouver à mi-chemin pour que nous, ça colle avec notre protocole scientifique, mais que ça soit applicable quand même sur le terrain. Donc, par exemple, au début, on a pensé potentiellement tirer au sort des salariés, et ça, enfin, il y a une structure où ils nous ont dit que ça leur convenait, mais la plupart des structures, il y avait déjà des équipes sectorisées, donc ça n'avait pas de sens de recréer des équipes par tirage au sort. Donc, on s'est dit qu'il valait mieux tirer au sort des équipes. Une autre question à laquelle on a été confronté, c'est la question de, on dit à des salariés qu'on va passer en équipe autonome, et finalement on fait passer que la moitié, ça peut être vécu vraiment comme une injustice du point de vue des salariés. Et en fait ça, souvent, ça n'a pas trop été un problème, au sens où il y a beaucoup de structures qui de toute façon, ils vont petit à petit, et donc parfois, c'est aussi un moyen pour elle de décider qui sera en premier sans choisir entre les salariés, puisque c'est tiré au sort. Et par ailleurs, il y a toujours la possibilité, si la structure est satisfaite de la nouvelle organisation, de faire passer l'équipe qui était dans le groupe de comparaison en équipe autonome après l'expérimentation. Donc nous, on s'est fixé un temps de 18 mois, qui était en fait un compromis entre la durée que ça prend de mettre en place le modèle. Donc 18 mois, on voit que c'est pas si long que ça par rapport à ce qui a été dit, mais en même temps de ne pas contraindre les structures à ne faire passer que l'équipe qu'on a tirée au sort pendant des années non plus, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ils ont envie de peut-être faire passer l'autre équipe ou de reprendre en main leur organisation. Donc on s'est dit et elles nous ont dit qu'on ne pouvait pas leur imposer plus de 18 mois d'avoir ces deux équipes qui coexistent. Concrètement, pour la passation des questionnaires sur le terrain, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux structures de nous réunir les salariés dans une salle pour qu'on puisse arriver et faire passer nos questionnaires sur leur temps de travail, ce qui a permis d'avoir des réponses de quasiment tous les salariés même, puisque quand une salariée était absente, on l'appelait pour faire passer le questionnaire ou on lui transmettait le questionnaire. Donc on s'est vraiment attaché à avoir les réponses de tous les salariés. Pour les proches aidants, on n'a pas du tout cette contrainte-là. Et du coup, on a à peu près un tiers des proches aidants qui nous ont répondu. Mais en termes d'échantillons, on a quand même à peu près la même taille d'échantillon entre les salariés et les proches aidants, puisque chaque salarié accompagne 4 ou 5 bénéficiaires en moyenne. Donc on s'y retrouve, mais on sait que dans la satisfaction des bénéficiaires, c'est un sous-échantillon, alors que dans les salariés, on a vraiment tout le monde. Donc il faudra qu'on le garde en tête en interprétant nos résultats. Pour essayer d'articuler nos travaux avec ce qui a été présenté précédemment, donc nous, la particularité, c'est que c'est vraiment une étude d'impact. Donc on fait du avant-après avec notre groupe de comparaison, notre groupe de traitement. Ce qui permet d'avoir un échantillon assez grand et d'identifier vraiment un effet causal. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire avec cette méthodologie-là, c'est d'avoir un suivi plus qualitatif et d'avoir toutes ces réflexions sur l'accompagnement qui nous ont été proposées. Donc pour nous, c'est vraiment très précieux pour interpréter nos résultats, d'avoir des études qui permettent de dire c'est plutôt dans ce contexte que c'est facilitateur, enfin, tout ce dont on a entendu parler. Et ça va nous permettre à la fois de bien formuler nos hypothèses et de poser les bonnes questions aux salariés et aux proches aidants dans les questionnaires, et aussi de mieux comprendre nos résultats. Donc si ça marche dans certaines structures et pas dans d'autres, on aura un peu plus de matière pour essayer de comprendre pourquoi. Et dans les hypothèses qu'on a formulées, donc par rapport à ce qu'on connaît déjà, on va regarder bien sûr l'effet sur le turnover et l'absentéisme. Donc sur l'absentéisme, nous, ce qu'on se demande, c'est évidemment, on s'attend potentiellement à une baisse de l'absentéisme pour les raisons qui ont été évoquées, donc qu'il y ait des meilleurs échanges entre les personnes. On se demande s'il n'y a pas aussi un phénomène de présentéisme, que les personnes, comme elles savent que si elles sont absentes, ça va peser sur leurs collègues qu'elles voient régulièrement, ça met un peu la pression à être présent même si on ne se sent pas très bien. Donc on va essayer d'avoir ça en tête. Et on s'est demandé aussi les conséquences que ça pouvait avoir en termes de risques psychosociaux, parce qu'on va donner plus de responsabilités aux personnes, à la fois, du coup, c'est à la fois positif et négatif, parce qu'on va en même temps leur donner de la latitude décisionnelle et en même temps mettre peut-être un peu plus de pression, des tâches plus variées, etc. Et donc ça, on sait que ça peut avoir des effets ambigus en termes de risques psychosociaux.
Par ailleurs, en reprenant des travaux de l'ANACT, on veut regarder aussi s'il y a de l'hétérogénéité selon les salariés. Donc, par exemple, dans des travaux de l'ANACT, ils ont montré qu'il y a des structures où il y a les salariés vont rester très longtemps et être très satisfaites ou partir très vite, et qu'il y a des gens où il est dit qu'ils ne sont pas faits pour l'autonomie. Donc, à voir ce qu'on met derrière et qui sont ces personnes. Mais il y a cette question-là. Est-ce que c'est un modèle qui s'applique à tout le monde? Parce que ça demande quand même pas mal de compétences sociales. Je regarde, pardon. Et oui, et puis après, il y a ce qui a été évoqué sur les travaux de François-Xavier Deveter sur est-ce que c'est aussi la création de collectifs de travail, et donc que ce n'est pas forcément l'autonomie, mais plus le fait que les personnes aient du temps pour se réunir. Et ça, on pourra regarder en regardant les structures qui avaient déjà des équipes avant, pour lesquelles il y a plus de temps de collectif, ou celles qui n'en avaient pas. Merci. Merci Léa pour cette intervention. Alors peut-être une petite question car le temps défile. Alors donc si je reviens donc alors sur l'étude donc que vous menez, est-ce que le tableau des critères d'évaluation est public et disponible à la lecture? Pour l'instant, on a fait un questionnaire qui est assez large et sur les... Enfin, on ne va pas dire ça a marché, ça n'a pas marché, mais nos conclusions, ça va être plus, par exemple, sur le turnover, on voit que les gens sont restés en moyenne X mois de plus, enfin 3-4 mois de plus quand ils étaient en équipe autonome que quand ils étaient dans le groupe de comparaison. Ça va être des conclusions comme ça, ou sur la satisfaction au travail, mais ça ne va pas être oui-non selon certains critères. Et en tout cas, notre étude sera publique, ça c'est un principe dans notre centre de recherche. Tout ce qu'on fait est disponible sur notre site, donc ça sera disponible sous différents formats. On va aussi essayer de faire des formats qui sont accessibles pour les structures et les salariés. Ça nous semble important dans ce contexte. Pour la diffusion et l'importance de pouvoir aussi discuter des résultats. Une dernière question donc, sur le modèle autonome organisé. Donc, toutes les équipes et tous les agents peuvent-ils intégrer cette autonomie? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que cette capacité est notamment liée à l'expérience professionnelle des agents? Alors, c'est vrai que c'est une question très précise. Peut-être qu'à ce stade, c'est compliqué d'y répondre, mais voilà. Je vais donner les éléments que j'ai. Donc nous, c'est pas nous qui choisissons qui peut accéder ou pas aux équipes autonomes, mais par contre, on voit que les structures vont nous proposer ou tout le monde ou une partie des équipes. Et les critères, ça va être notamment, un critère qui va être important, c'est est-ce qu'il y a une bonne entente entre les salariés en amont, et est-ce que c'est une équipe déjà qui fonctionne bien. Et on voit que dans des contextes qui sont déjà compliqués, où la structure a plein de problématiques financières ou de problèmes de recrutement, enfin tous les problèmes qu'on peut voir dans le secteur, c'est plus compliqué à mettre en place. Et donc évidemment, les structures essayent de choisir des équipes où elles pensent que ça va à peu près bien se passer. Merci beaucoup pour ces réponses aux questions. Malheureusement, quelques questions supplémentaires, mais on vous propose d'y répondre par la suite dans le cadre du chat ou par mail via le contact de la CNSA. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence. Avant de clore ce webinaire, un bref rappel du calendrier, puisque comme vous l'aurez compris, l'évaluation est toujours en cours et les rapports finaux de l'évaluation seront disponibles donc fin 2024. En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez d'ores et déjà consulter les rapports intermédiaires disponibles sur le site de la CNSA, dont les liens s'affichent sur l'écran et dans le chat de discussion. Par ailleurs, une restitution finale de l'évaluation aura lieu fin 2024 et nous vous attendons donc nombreux.
Entre-temps, sachez que les 7e rencontres recherche et innovation de la CNSA se tiendront le 16 novembre prochain en 100% digital. Et ces 7e rencontres de la branche porteront sur le travail des professionnels de l'autonomie. Pour y assister, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire dans le lien qui apparaît sur l'écran et également sur le chat. Et nous terminons donc ce webinaire en remerciant très chaleureusement Antoine de Soubeyran pour la présentation des premiers enseignements de l'évaluation. Nous remercions également Mesdames Gorlier et Jolivet Pérez pour leur retour d'expérience et leurs conseils, ainsi que Luna Alençon du Perche qui a accepté de partager avec nous des extraits de témoignages de leurs professionnels dans cette transformation. Merci Léa, tout le monde, d'avoir partagé une vision un peu plus élargie du modèle en question et de constater aussi que nos études finalement sont complémentaires et donc on va suivre également avec attention vos résultats. Merci également à toutes les personnes que vous n'avez pas vues mais sans qui ce webinaire n'aurait pas eu lieu. Donc merci à Alexandre Calumanil, côté Stratélis, pour la gestion du field chat, les remontées des questions du public. Merci également au service de communication de la CNSA pour leur travail et accompagnement pour la préparation à ce webinaire. Et merci enfin à Antoine Wolf pour l'aide technique et l'accueil dans ce studio de l'UNCAS. Nous vous rappelons que le replay de ce webinaire sera bientôt en ligne. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de la CNSA, LinkedIn, Twitter, enfin X, et sur le mailing list de la CNSA pour être tenus informés des dates à venir pour les prochains webinaires de la CNSA et pour vous y inscrire. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et à vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire.